Alors Jean-Charles, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah alors déjà bonjour, bonjour RMC, puis merci de votre visite, hein. Ça fait des années que je vous attendais. Moi je suis ancien champion de Muay Thai et là je suis entraîneur aussi et j'ai eu la chance récemment d'aller entraîner John Jones, voilà, aux États-Unis, à Albuquerque. C'était une super expérience et voilà. Est-ce qu'on peut même dire que tu es une légende du Muay Thai parce que tu as quand même été champion d'Europe à 2 reprises? Oui, j'étais champion d'Europe, mais c'est pas exactement mon plus grand titre. Mon plus grand titre, c'est d'avoir été classé numéro 1 dans un des 2 plus grands stadiums de boxe thaï au monde, qui est le Raja Damnon. Il y a le Lumpini et le Raja. Tous les deux sont les deux meilleurs stades de boxe au monde. Et si on est champion d'un de ces stadiums, c'est même plus important que le titre de champion du monde. C'est ça qui te donne plus de crédit encore, c'est ça? Voilà, enfin, c'est mon meilleur titre, c'est d'avoir été classé numéro 1 au Raja Damnon pendant 3-4 ans d'affilée. Dans une catégorie de poids à 63,5 kg, une catégorie de poids où on peut encore boxer des vrais champions, des vraies légendes connues. Parce que au-dessus, après, il y a moins de pratiquants. Sachant qu'en Thaïlande, les catégories RN sont entre 52 et 57 kg. Voilà. Et ça fait depuis combien de temps que tu fais du Muay Thai? J'ai commencé le Muay Thai il y a 15 ans avec maître André Zetoun, qui a son club aussi sur Paris, que je salue, que je remercie. Donc depuis que j'ai 15 ans. Après j'ai eu une petite période d'arrêt, j'ai eu 1 ou 2 périodes d'arrêt, une fois 3 ans, une fois presque 1 an. Mais bon, sinon ça fait depuis que j'ai 15 ans, là aujourd'hui j'ai 49, donc ça fait combien? 37 ans? Non? Je sais pas, c'est à toi de... On va laisser les auditeurs Ouais. donner la réponse. J'ai jamais été bon en maths alors. Mais est-ce que tu dirais que tu as dédié ta vie pour le Muay Thai? Bah non, c'est pas 37 ans, parce que 37 plus 15, ça fait combien? Ça fait 47, ça fait 52. Donc, quand j'avais dit que John Jones, il avait 37 ans et que ça fait 37 ans, en fait, non, ça fait 35 ans. 34, 35 que j'en fais. Et pas 37. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais que tu as dédié ta vie pour le Muay Thai? Oui, alors là, moi, je me sens même investi d'une mission qui est de propager le Muay Thai à travers le monde. Sachant que quand j'ai vécu là-bas pendant 5-6 ans, j'étais déjà le premier Européen à être classé numéro 1 dans ce stadium. Et en parallèle, j'avais appris 2-3 techniques qui pour moi révolutionnaient un petit peu les visions qu'on avait du Muay Thai en Europe. Comme par exemple mettre des coups de pied, en plus de mettre des coups de tibia, je n'avais pas que des coups de tibia, on peut très bien aussi taper avec le pied, taper que d'une jambe ou viser, plein de petits détails comme ça qui étaient... que je savais qu'en Europe, la plupart des gens ne le savaient pas. Donc je me suis senti investi d'une mission. Je me suis dit, si je connais ces 2-3 techniques, obligatoirement, il faut que je les enseigne. Ce serait vraiment dommage qu'elles soient perdues, quoi. Donc pour ça, j'ai ouvert mes salles sur Paris, une dans le 18e, une dans le 20e. Voilà, pour promulguer, en plus avec d'autres entraîneurs qui sont tous aussi des légendes et des champions, tels que Krongsak, Nikema, Jaïd, Rachid El Erdmi, Jamy, et Bruno Benlabed et bien d'autres. Voilà. Est-ce que tu dirais que d'une certaine façon, tu as participé à la démocratisation du Muay Thai en France? Bah, c'est sûr que là, j'ai un rôle important dans le Muay Thai parce que en 2012, j'ai commencé à organiser des galas de Muay Thai, le Best of Siam, à une période où le Muay Thai commençait vraiment à se faire assez rare en Europe, notamment en France. Et quand j'ai organisé ce gala Best of Siam, après plein de gens ont voulu organiser des galas et il y a eu une petite émulation comme ça pendant quelques années, hein, jusqu'au dernier gala que j'ai organisé, c'est en 2017. J'étais aussi le premier non-thaï organisé dans les stadiums mythiques tels que le Lumpini et le Raja Damnon. Et ça fait rentrer aussi un autre concept, c'est-à-dire les étrangers contre les Thaïs. Dans ces 2 stadiums, c'était pas souvent. Et maintenant, ils organisent exactement le même concept que je leur ai apporté en 2014 quand je suis parti organiser là-bas. Et si on est là avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques... Pardon. Et j'ai pas fini, excuse-moi, Je t'en prie. j'organise aussi très régulièrement des stages avec des champions thaï que je mets à l'honneur, ou des anciens champions que je fais découvrir aux jeunes, ou des nouveaux champions. Là, il y a Senchai qui est passé. Senchai, c'est la légende des légendes. Il était là il y a 2 semaines. Bientôt, il y aura André Zetoun, Greg MMA, je ne sais pas si vous... Bien sûr. Et
Peru Beda, Ongla Nsang, un champion du One aussi. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, tu as participé au camp d'entraînement de John Jones. Et je voulais savoir comment s'était passée cette connexion avec lui. J'ai vu sur internet qu'il était accompagné de son entraîneur de boxe thaï, qui est un ami, il s'appelle Alex Xaver. Il habite à Albuquerque et il s'occupe de John Jones dans la partie Muay Thai. Et Alex, donc je l'ai connu à l'époque à Bangkok, au Jockey Gym. Jockey Gym, c'est un camp de Muay Thai mythique à Bangkok, avec 70 champions, dont Senchai et plein d'autres, et Somlak, qui sont passés par là. Pour la petite histoire, j'ai repris le club maintenant. Le club s'appelle Jockey Gym, Skarboski Gym, Bangkok. Donc tout le monde est bienvenu là-bas. Donc je l'ai vu en photo, je l'ai appelé. J'ai envoyé un message sur Instagram et je lui ai dit oui, est-ce que tu peux demander à John Jones si ça l'intéresserait que je vienne lui apprendre 2-3 trucs. Précise-lui bien que moi je ne veux rien. Prendre une photo avec lui, ça suffira. D'accord. Il lui a demandé et mon ami m'a répondu écoute, il serait ravi de te connaître. Sache qu'il a déjà entendu parler de toi, parce que, étant donné que c'est un fan de Georges Saint-Pierre, il a dû voir l'émission The Ultimate Fighter, donc il me connaissait déjà, un peu de nom, et donc il a dit avec grand plaisir. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, déjà. Et le lendemain où il était d'accord, il se luxe l'épaule. Oui. Ouais, c'était il y a 1 an. Donc j'ai attendu qu'il se remette, et d'entendre parler qu'il refait un combat, et donc j'ai rappelé mon ami, je fais ce qu'il est toujours intéressé, et il m'a fait oui, bien sûr, on t'attend, quoi. Donc j'y suis allé et au passage, John Jones, il m'a dit qu'il est très reconnaissant que je sois venu et que je ne demande rien. Il me dit je suis reconnaissant parce que je ne suis pas habitué aux cadeaux, il m'a dit. Voilà. Et la première fois que tu as tourné... Alors, tout le monde lui fait des cadeaux quand même. Bon. En tout cas, ça l'a touché. Alors que toi, tu l'as fait gratuitement, c'est ça que je veux dire, t'as rien demandé derrière. Oui, non, mais il le sait très bien que prendre une photo avec lui, ça change un petit peu ma... En termes de notoriété, oui. Oui, ça change un peu ma vie, évidemment, il le sait. Je lui dis, moi, je prends une photo avec vous, une petite vidéo, ça m'apportera beaucoup plus, quoi. Donc, et j'en suis très reconnaissant et il était très sympa avec moi. Dès le 2e jour, sans que je lui demande quoi que ce soit, il met ma photo sur son Instagram en disant merci Jean-Charles, il met le lien de mon Instagram. Je ne lui ai pas demandé, ça il l'a fait de lui-même. Le lendemain, il me met sur sa story encore, sur son Instagram. Donc vraiment, je suis très reconnaissant de son aide, quoi. Et la première fois que tu as tourné avec lui à l'entraînement, qu'est-ce qui t'a marqué d'entrée? Est-ce qu'il y a une chose vraiment où tu as découvert? Je suis arrivé, il est grand, il est costaud, je me dis bon, on va faire que les jambes. Si on fait que les jambes, à la limite, j'ai peut-être une chance de m'en sortir parce qu'en Muay Thai, on est quand même spécialisé des jambes. Eux, ils sont complets, ils font de la lutte, ils se frappent debout. Nous, on fait beaucoup les jambes. Donc à ce petit jeu-là, je savais que j'allais avoir le dessus. Alors le lendemain, on a mis les points aussi. Et là, on a commencé, après on a fait mon salé. Après on a commencé à se taper fort au corps. Après il tapait plus fort que moi, j'ai dit stop, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, au niveau des jambes, tu l'as senti comment, je veux dire, son niveau, toi? Bon, en tout cas, parce que toi, forcément, c'est ta spécialité. J'ai rien à dire de spécial sur ses jambes. Moi, je suis pas venu pour le juger, je suis venu pour lui montrer des trucs. Et je lui ai montré ce que j'avais à lui montrer. Je suis pas venu pour lui donner une note de ce que. Tu vois. Je suis venu pour apporter quelque chose, quoi. Et je lui ai montré pas mal de trucs. Sur les nombreux trucs que je lui ai montrés, nombreuses techniques que je lui ai montrées, il en a retenu 4 ou 5 qu'il a vraiment apprécié et que je pense qu'il les a travaillés parce que sur les 2 séjours que j'ai fait, une fois 2 semaines, une fois 3 semaines et demie, j'ai vu qu'il avait progressé sur les techniques que je lui avais montrées la première fois. Donc il les a forcément travaillées. Et même ses coachs m'ont dit ouais merci, c'est des super techniques, ça nous sert à nous aussi pour nos enseignements. Voilà, donc on verra le jour du combat. S'il utilise une des 4-5 techniques que je lui ai montrées, j'en serais très fier. Mais en tout cas, tu as senti qu'il était réceptif. Voilà, quand moi, tu lui montrais des mouvements. Jour, il m'a dit dès le premier jour. En plus, pour la petite anecdote, il est en train de se changer et je fais viens, on va s'entraîner tout de suite, on va faire un petit combat, mais que les jambes. Je ne sais pas s'il s'échauffe avant ou pas, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, il est venu direct bref, on s'est bien amusé, ça m'a fait plaisir qu'ils me disent pas non, faut que je m'échauffe, attends 2 minutes, quoi. Là, ça m'aurait vexé, quoi. Pas comme Greg MMA, quoi. Voilà, tu l'as senti que Jones, il était prêt à y aller.
j'aurais refait le speech. Et quand tu lui as montré certaines techniques, Ouais. est-ce que tu as vu qu'il avait une faculté d'apprentissage assez rapide pour les reproduire derrière? Bah forcément, plus qu'un mec qui n'a jamais fait de sport. Et des fois, il y a des élèves qui arrivent qui n'ont jamais fait de sport de combat ou même du sport en général. Effectivement, l'apprentissage de lui, c'était évidemment. Ouais, Facilité. C'est quand on est dans t'as les sports senti de qu'il y avait une combat, expérience derrière, quoi, voilà, qu'il y avait du vécu. Après, on réajuste un petit peu les choses, donc ça va assez rapide. Il ne part pas de zéro, quoi. Et, comment tu juges son niveau de boxe pied-point, toi? Bah non, sa spécialité c'est le MMA et en plus dans le MMA je crois que sa spécialité c'est le sol. Exactement, c'est la lutte, ouais. La lutte. Voilà, donc, il vient de la lutte, ouais. La partie debout, c'est pas son point fort. Oui, mais pourtant tu sais que... Après il a une bonne anglaise, hein, c'est quand on a une bonne anglaise qu'on n'a pas peur qu'on rentre. Il a 2,10 m d'envergure. Il fait 1m92-93 et il a 2,10 m d'envergure, donc il a les bras vraiment plus longs que... C'est quelque chose qui t'a impressionné, ça? On m'avait dit c'est long segment, je veux dire. Au début, son entraîneur Alex m'a dit fais gaffe parce qu'il est une anglaise, t'as l'impression qu'il va pas te toucher, mais il arrive quand même à te toucher. Donc il m'a mis une droite. Mais il m'en a mis qu'une seule parce qu'après j'ai fait gaffe, j'avais les mains vraiment hautes et je prenais moins de risques, quoi. Ouais. Aussi, l'une de ses grandes spécialités, c'est les coups de coude retournés. Ouais, est-ce que tu l'as vu à l'œuvre, ça? Alors je vais montrer le coup de coude retourné, exactement comment le perfectionner. Comment l'améliorer. Après, quand je l'ai vu refaire après, il était peut-être oublié ou je sais pas. En tout cas, il n'avait pas besoin de mon aide pour les couteaux de retourner. Ouais, c'était juste un petit détail de recalibrage. Tu as senti qu'il c'était l'une de ses qualités vraiment dans. C'est-à-dire que coup de coude retourné, moi je lui ai dit, bon ça je pense, je peux le dire. Pourquoi moi je n'aime pas le dire parce qu'il y a trop de trucs en jeu. Et si c'est que je dis un truc, donc je dis rien. Okay. Voilà. Par respect, hein, forcément, parce qu'en plus il y a tellement d'argent en jeu dans ces organisations. Non seulement il y a de l'argent en jeu, mais en plus il y a des vies en jeu, il y a de la vie de plusieurs familles parce qu'ils sont 8-9 coachs, tous avec une famille. Si tu dis un truc qui pourrait permettre à l'autre d'avoir un avantage, tu veux rien révéler, quoi. Je ne vais pas prendre de risques, quoi. En tout cas, j'ai hâte de voir son combat pour voir s'il a mis en œuvre les 4-5 techniques que j'ai montrées. Est-ce que chez lui, tu as vu des éléments du Muay Thai? Je veux dire, peut-être des front kicks, peut-être des coups de pied circulaires, j'en sais rien. Quand vous êtes entraîné, on est debout, on envoie un coup de pied ou un coup de poing, c'est forcément Muay Thai, grosso modo, sans faire exprès, parce que le Muay Thai, tout est compris, tout est autorisé, mais debout, quoi. Donc oui, forcément, c'était... Après, je pense pas que ce soit sa spécialité, hein. Lui, il a fait du grappling étant jeune. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'il a gardé son professeur de grappling qu'il avait à l'université, qu'il avait rendu champion de l'université. Il l'a gardé et il le fait venir pour continuer à entraîner lui et sa team, qui est une petite team de 15-20 personnes qui le suivent tout le temps, qui s'entraînent avec lui, beaucoup de poids lourds. Et est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire un bon combattant de Muay Thai? C'est peut-être difficile à dire. Évidemment, s'il serait entraîné en Muay Thai, je sais pas pourquoi il serait pas devenu un grand combattant, parce que c'est quelqu'un qui est perfectionniste. C'est ça. Je le vois refaire sans arrêt les mêmes mouvements. Sur chaque technique, il a déjà planifié la technique de cible et sur chaque mouvement qu'il va faire, il a 4-5 possibilités. Sur tous les mouvements, il l'a bien étudié. C'est un perfectionniste, il est intelligent, et puis il est très bien entouré. Et il a une très bonne méthode d'entraînement. Donc, il serait devenu un champion, quoi qu'il choisisse. D'ailleurs, tous ses frères et sœurs sont tous des champions d'une discipline différente. Football américain. Son grand frère, football américain. Exact. Et il m'a dit, moi j'ai peur que d'une personne, c'est mon grand frère. Il fait lui, il me bat. Vraiment, il est plus grand que lui, plus costaud que lui. Et tu dis justement qu'il est perfectionniste. Et tu révélais que lors de ses entraînements, et tu révélais que ses coachs, durant les entraînements, ils utilisaient des codes pour communiquer avec lui. Et ça, je trouvais très intéressant. Généralement, quand on est dans le coin et qu'on donne un conseil à l'adversaire, le problème, c'est que quand on donne un conseil à son poulain, à son boxeur, l'adversaire entend. Et peut comprendre. Alors, eux, ils ont mis une série toute une liste, hein, c'est long, hein, ils ont plein de techniques qui sont, ou d'enchaînements qui sont donnés par un mot de code. Donc par exemple, quand on lui dit tel code, ça veut dire que ça, tu démarres sur une combinaison ou sur autre, c'est ça? Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce film où il dit colonel appelle Corbeau. Corbeau, vous m'entendez? C'est quel film ça?
situes pas. Bah, c'est Rambo. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Le premier? Ouais, le premier. D'accord. Donc le mode code Corbeau, c'était le nom de Rambo. En tout cas, lui, il a pas mal de mots de code comme ça. Comme ça, ses coachs peuvent lui donner des conseils et l'adversaire ne comprend pas. Donc c'est intelligent de faire ça, quoi. Bah ouais. Parce que c'est vrai que, bon, à la limite, un Européen qui boxera en Thaïlande, où il n'aura pas vraiment besoin de ça, parce que les Thaïs ne comprennent pas la langue européenne. Et inversement, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème en Muay Thai, parce que quand on boxe quelqu'un d'un autre pays, généralement, on ne comprend pas trop notre langue. Mais là, vu qu'ils sont anglophones, tout le monde parle anglais, ils ne peuvent pas se permettre de donner un conseil à l'autre, que l'autre il entend, il a déjà prévu le truc, c'est pas possible, quoi. Et lors de son précédent combat, tu le sais sans doute qu'il a ce... D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous êtes déjà entraîné en boxe. Vous avez fait un cours de boxe? Non, jamais moi. Bon, alors, des fois, quand on s'entraîne, ce que je ne comprenais pas, c'est à l'époque, quand je m'entraînais chez André Zetoun, il me donnait des conseils à faire en boxe anglaise, quand je suis en train de faire un petit sparring avec un autre élève, sauf que l'autre, il entend ce que me disait André Zetoun. Donc je me dis, si je le fais, il va me contrer parce qu'il sait ce que je vais faire. Donc après, il me dit, oui, mais tu fais pas ce que je te demande. Oui, mais si je fais ce que... Enfin, oui. Et là, vous comprenez le truc? D'accord, ouais. Alors qu'un code, ça te permet, voilà, de... Bah oui, tu donnes le conseil au mec, et l'autre, il parle français, il entend ce que tu dis, et si c'est ce que tu vas faire, après, il peut te contrer. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. C'est pour ça que je trouve ça bizarre de donner des conseils à un mec pendant le sparring, parce que l'autre, il va comprendre et ça va pas marcher, quoi. Il va dire, mais ça marche pas ce que tu me dis, parce qu'en fait, l'autre a entendu, quoi. Et comme tu le sais, il est peut-être considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire. Ouais, j'ai entendu parler, apparemment, le meilleur tout sport de combat confondu, d'ailleurs. Non, MMA. Oui, non, mais même, t'en as qui le considèrent même en termes de tous les sports. Mais non, c'est Senchai, le meilleur tout sport de combat. Tu défends ta paroisse. Ou c'est Samat. Bah non, tout simplement, Senchai, il a 450 combats. Effectivement, il y en a combien de Jones? Un palmarès. Ouais, il doit en avoir une vingtaine. Bah, l'autre, il en a 450. Hein. Effectivement, c'est pas... Oui, ça n'a rien à voir. Après, moi, je parlais plus... Et Samat, champion du monde de boxe anglaise, et en même temps, champion du monde champion de Muay Thai, quoi. Samat Paekaroun, une légende du Muay Thai. Mais est-ce que tu as pu quand même percevoir que est-ce que tu as pu comprendre que John Jones soit considéré dans sa discipline comme le meilleur de tous les temps? Bah, il suffit de regarder ses combats sur internet et on comprend. Hein. Avec le Après, peu dans la que... vie de tous les jours, on peut pas savoir. Hein, comment tu peux pas reconnaître une personne à son physique, c'est le plus grand combattant de tous les temps. Quoi. Il suffit de regarder sa carrière, il suffit de regarder ses combats, et si les gens le pensent, c'est peut-être qu'ils ont raison. Quoi. Apparemment, dans le top 3, il y aura aussi Georges Saint-Pierre. Bien sûr. Que j'ai entraîné aussi au passage. Donc, j'ai vraiment de la chance de m'être rapproché des 2-3 meilleurs pound for pound de l'histoire du MMA. D'ailleurs, c'était très très différent avec Georges Saint-Pierre ou pas? En termes de personnalité, peut-être de... Bah non, Georges Saint-Pierre, c'est lui qui m'a appelé. Ouais, c'est pas pareil. Là, c'est moi qui suis allé de moi-même. Quoi. Mais sinon, oui, c'est pareil. Moi, je suis là pour montrer des trucs. Je montre ce que j'ai à montrer. Il y a des trucs qu'ils apprécient, des trucs dont ils n'ont pas besoin. Ils me disent, non, je préfère ça que ça. Je te montre ça. Bon, c'est pareil. Quoi. Au niveau de l'enseignement, c'est la même chose. Quoi. Et je sais pas si, je pense que tu l'as vu, qu'il avait battu Cyril Gane lors de leur oui, en plus avec une prise assez étonnante, parce qu'il y a un truc que moi, je regarde pas beaucoup le MMA, mais sans faire exprès, je regarde un petit peu, parce que sur les réseaux sociaux, ils en parlent beaucoup. C'est une portée de malade en ce moment, donc tout le monde parle que de ça, donc forcément, je le vois un petit peu, même si c'est pas mon truc c'est le Muay Thai. Donc il a fait une prise d'étranglement, alors que Cyril était assis, lui était debout, que j'avais jamais vu. Je savais même pas que ça existait, ça. Et Cyril, qui vient d'ailleurs du Muay Thai, donc je pense que... Oui, en plus, Cyril, vous savez qu'il a 3 fois, j'étais coach de son adversaire. Donc 3 fois, je l'avais en face de moi en tant qu'adversaire devant mes élèves. Et à chaque fois, il a gagné. Quoi. Il a un beau palmarès, hein. Il est intelligent, il a bien compris la philosophie du combat, il est respectueux et gentil. Il avait battu Yacine Bouganem en plus, qui est quand même... Oui, qui n'était pas n'importe qui. À ce moment-là, il s'entraînait au club. Et il est resté avec moi pendant 2-3 ans, c'est moi qui donnais des cours à la salle. Voilà. Et on est de bons amis aussi. Justement, Cyril, lui, quand on avait préparé le combat face à Jones, Cyril, lui, expliquait que c'était pas un passionné de son sport, de MMA, ce qui avait plutôt choqué John Jones, qui lui dit qu'il est vraiment dédié, qu'il a dédié sa vie pour ça. Non, avant il faisait du grappling, donc... Non, mais je veux dire que maintenant, pour lui, il s'est dévoué pour son sport. C'est ça que je voulais dire.
John Jones. Oui. Tu l'as ressenti, enfin, je veux dire ça vraiment, au quotidien, que lui, vraiment, c'est sa vie. Bah oui, évidemment. Bah, il a 7-8 profs, il fait plein de disciplines, il fait du taekwondo, il fait du physique, il fait plein de Il est très trucs, ouvert, il est très ouvert, je veux dire, il n'est pas fermé d'esprit pour apprendre de nouvelles choses. Bah non, la preuve, il m'a accueilli bras ouverts. Après, c'est une grosse légende. Mais sur sa personnalité, toi qui l'as vu au quotidien, comment tu l'as trouvé? Comment tu le définirais? Après, bon, bah, moi je trouvais très sympa, très accueillant et puis en plus très avenant et même il aidait beaucoup les gens de sa ville. Je l'ai vu s'arrêter 2-3 fois et donner un numéro de téléphone en disant ouais demain tu peux avoir du travail en téléphonant. Je l'ai vu faire ça 2-3 fois. Et puis chaque fois que quelqu'un le reconnaît, il n'hésite pas à venir traverser, prendre une photo avec lui, sourire à tout le monde. Après c'est la plus grosse star d'Albuquerque. Oui, ça tu l'as senti quoi, sur place. Oui, qui passait pas trop sortir inaperçu. Partout, tout le monde le reconnaît, enfin, ça va faire 2 mètres à mon avis. Mais t'es allé au restaurant avec lui, non? Ouais, on s'est vu au restaurant. Voilà, parce qu'il n'y a qu'un restaurant ouvert le soir à Albuquerque et on était assis à côté, mais on n'y est pas allé ensemble. En revanche, après l'entraînement, 2-3 fois, il m'a fait un petit tour de voiture pour discuter. Comme ça pendant une petite heure pour sympathiser, quoi. Et il y a une petite anecdote qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment vous êtes dans une voiture et il te pose une question, si là on fait un combat sans règles, qui gagne? Il demande ça à son professeur de jiu-jitsu. Après il me regarde parce que c'est les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours tout le monde parlait que de moi, c'est le nouveau arrivé. Et puis surtout moi en plus j'avais pas peur parce que toute son équipe ils ont un peu peur de lui, quoi. Et puis moi j'avais pas peur. Tout simplement parce qu'il m'a jamais rien fait de mal, quoi. Donc pourquoi j'aurais peur de lui, quoi. Et je vois pas un poids lourd qui va commencer à enchaîner un professeur qui est poids léger, quoi. Ça n'existe pas, quoi. C'est un minimum dans le sport. Bon, j'ai pas de quoi m'inquiéter, puis j'avais pas peur, j'avançais et tout le monde était un peu surpris parce que la plupart ils ont. Moi j'ai presque 100 combats aussi, comme tu dis, lui il en a une vingtaine. Voilà, donc jamais toi Et puis je suis plus âgé que lui. À l'entraînement, jamais t'as été impressionné, enfin je veux dire. T'as pas eu peur une seconde sur le fait d'aller échanger avec... J'aurais peur parce qu'il est... je suis là pour l'entraîner, c'est pas un combat, quoi. Et puis si je vois que ça devient trop dur, je peux dire stop quand je veux, quoi. Je mets pas ma fierté là-dedans, quoi. Donc à partir du moment où tu peux dire stop quand tu veux, il n'y a pas besoin d'avoir peur, quoi. Parce que c'est toujours crescendo, quoi. C'est jamais on va doucement et d'un coup on met une grosse patate. Si ça va crescendo, on est un peu plus fort, on n'est pas des traîtres, quoi. Oui, être traître, ça veut dire que tu vas doucement, tu fais essayer de ta peur, après tu envoies une patate pour tuer, mais c'est pas le cas, quoi. C'est un entraînement. Et puis moi j'ai l'expérience, donc j'hésite pas à avancer. Voilà. En combat, j'aurais peur qu'il me mette KO, mais là c'est un entraînement, donc je vois pas pourquoi s'il me met KO, il va perdre un petit peu le crédit au niveau de ses collègues. Après tu mets le français qui s'est fait de mal, quoi. Donc j'avais pas spécialement peur, quoi. Et donc, il m'a rien fait de mal, quoi. Et donc sur la question dans la voiture du coup, tu lui as répondu ou pas? Non, il demandait ça à son entraîneur de jiu-jitsu. D'accord. Et il a dit c'est un combat sans règles, il me dit vraiment sans règles, qui gagnerait. Et puis il me regarde du coin de l'œil, moi ça me fait plaisir, il me met à l'honneur, quoi. En revanche, moi je sais pas de quoi il me parle, parce que les combats sans règles, il fait 1m90, 110 kg, je sais pas ce que je vais faire, je pourrais le mordre. À la limite, ouais. Là, ça pourrait peut-être le mettre mal. Là. Oui, sûrement, ouais. Et tu le disais tout à l'heure, avant John Jones, tu avais été sollicité par Georges Saint-Pierre, qui est aussi une légende du MMA. Ça fait 10 ans, ouais. Il m'a invité 2-3 fois au Canada, il m'a invité une fois à Las Vegas pour l'émission The Ultimate Fighter. Et il m'a invité aussi une fois en Angleterre, à Londres, pour une émission avec l'UFC, mais l'UFC ne s'est pas présenté ce jour-là, donc je suis allé pour rien. Et on a gardé de bonnes relations. Bon, maintenant, forcément, il parcourt le monde. Mais comment tu l'avais rencontré Georges Saint-Pierre, c'est lui qui m'a appelé au téléphone. D'accord. Parce que j'ai reçu un élève canadien que j'avais entraîné, et cet élève, il s'entraîne dans le même club que Georges. Georges, il est parti montrer à Georges les techniques que j'avais montrées, et Georges m'a appelé au téléphone, il m'a dit oui, je veux que tu viennes t'occuper de moi, je ne sais pas qui c'était. Après, je regarde sur YouTube vite fait, je vois des millions de vues. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 2 millions de vues, c'était énorme. Oui. Il y a 10 ans, 2 millions de vues. Je vois des 2 millions de vues, et plusieurs à 2 millions de vues, même 5 millions. C'est une star de malade. Bon, maintenant, aujourd'hui, il fait des 100 000. Enfin,
ça va plus loin, mais il y a 10-12 ans, 2 millions de vues pour les sports de combat, c'était exceptionnel, quoi. Et tu l'as trouvé comment avec toi, sur sa personnalité Ouais, bon, très bon sympa, accueil, tout le monde très sympa. calme. Les champions comme ça, c'est des gens qui sont obligatoirement, tu es un peu obligé d'être. Enfin, si t'es pas sympa, tu peux pas réussir à aller à ce niveau-là, parce qu'au bout d'un moment, il y a les gens que tu fréquentes, et ils vont arrêter de te suivre, ils vont arrêter de t'aider. Donc ça va un petit peu de pair, quoi. S'il a réussi à atteindre ce niveau, c'est qu'il a été respectueux de ses entraîneurs, de ses collègues, de ses sponsors, de tout son entourage, quoi. Et en plus, donc Georges Saint-Pierre, il m'a dit, moi j'ai le rôle du gentil, quoi. Il me dit, moi je suis le gentil dans l'histoire. Parce qu'un jour j'avais dit, on était dans une discothèque, il y a des gens de loin, mais de loin, tu sais, un couple de jeunes, il me fait, viens, comme ça, pour prendre une photo. Moi je dis à Georges, s'ils veulent une photo, ça veut se déplacer. T'es pas là à déplacer pour tout le monde dans la boîte, t'es pas un pantin non plus, quoi. Il faut, ouais, moi en fait j'ai le rôle du gentil, donc je suis gentil jusqu'au bout, je me déplace pour prendre des photos. Et tu t'étais entraîné avec lui un peu ou pas? Bah oui, je dis, oui, c'est m'inviter, c'est pas pour. Ah non, je sais pas, non, et comment tu l'as M'inviter, trouvé du c'était coup? pour s'entraîner. Parce qu'il était quand même très complet. Ouais, exact. Crispy. Ouais. Bah, comme je dis, moi je suis pas là pour juger les capacités, je suis là pour apprendre quelque chose, pour enseigner quelque chose, je leur montre des trucs. Je suis pas là pour leur donner une note sur ce qu'ils savent déjà faire. Bien sûr, non mais. Et ceux dans ma salle aussi, c'est pareil. Hein, je suis pas là pour juger. Je leur montre, ils apprennent. En plus, bon, il apprend très rapidement. Hein. Forcément, ils sont tous doués, hein, s'ils sont champions. Mais tu sais que ton passage au TUF, il est un peu iconique. Parce que tu arrives et tu donnes une leçon à toute sa team. Et je voulais que tu reviennes un peu dessus. Parce que ça s'est fait aussi dans des circonstances un peu spéciales. Parce qu'il me semble que tu étais en train de boire un verre avant. Ouais. Oui. Non, rien de. Bon, c'est pas boire un verre le midi, une piscine à Las Vegas qui va. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'était pas prévu que tu viennes déjà. C'était pas prévu que tu viennes à ce moment-là. Non, c'est pas prévu. J'étais à la piscine et ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il fallait tout de suite sur le set, quoi. Et pour l'anecdote, donc j'avais acheté. C'était il y a plus de 10 ans. Donc j'avais payé 7-8 verres à tout le monde et plus de $300, j'avais halluciné, quoi. Je pensais que c'était 15-20 $, en fait, c'est 55-60 $ le verre. Bon, alors pour ce prix-là, je l'emmène sur le set, je le termine, quoi. Je vais pas le jeter, quoi. Et donc après, est venue cette histoire de il est arrivé bourré, alors que j'étais pas bourré, quoi. Non. Ah, c'est eux peut-être qui ont romancé un peu le truc, c'est ça? Complètement, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait début, hein. Sinon personne n'aurait. La même chose sans cette histoire racontée, ça n'a aucun impact, quoi. Parce que dans l'extrait, Georges Saint-Pierre dit que vous ne pouvez pas avoir le même mode de vie de Georges Charles quand vous êtes un athlète de haut niveau. Mais moi j'avais déjà arrêté ma carrière depuis que j'ai. D'accord. J'avais déjà arrêté ma carrière. Je suis là presque bénévolement, on va dire. Hein. Bon, on va faire les billets d'avion, ça, l'hôtel, mais c'est pas. Il n'y a pas de rémunération, quoi. Donc on m'invite pour les vacances, au soleil. Et je ne suis pas en mode compétition, je ne suis pas en mode entraînement, j'ai arrêté ma carrière. Je suis à l'étranger, je suis en vacances, quoi. Forcément, je sors, je m'amuse, tu profite, quoi. Dans l'extrait, tu forces pas, mais je pense que tu as traumatisé quand même. Parce que t'en as un, c'est vraiment marrant, ouais. Tu le balances et je crois que t'en as un qui se fait mal au bras, je crois qu'il met un coup, etc. Ouais, non, à l'avant-bras, non, j'ai mis un coup, en fait, c'est un extrait, donc c'est-à-dire que ça fait 10 fois je lui mets un coup, enfin, pas 10 fois, 4-5 fois, il avait le réflexe de taper ça c'est un réflexe de débutant, parce aucun n'avait boxé en boxe taille. Il y en avait qu'un qui avait fait un combat de boxe taille, c'était celui avec la coupe afro, là. Qui s'habille en Bruce Lee en plus. C'est le seul qui a fait un combat de boxe taille. Les autres n'avaient fait que des combats de jiu-jitsu. Donc forcément, debout, ce sont des débutants. Alors ils font des erreurs de débutants, comme taper dans les tibias avec l'avant-bras. C'est un truc que font les débutants, mais par la suite, tu as pratiqué un peu, tu fais plus ce genre d'erreur. Donc, au bout de qu'il tape 10 fois dans mon tibia, il s'est fait mal, quoi. C'est lui-même qui va te taper. Donc, pour toi, c'était un peu la cour de récréation, faut pas se mentir. Ouais, je me suis bien amusé. Hein. Ça s'est vu dans l'extrait. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Évidemment. Si je fais que parler, ça rentre par là, ça sort par là. Au moins, là, je leur montre des trucs. En plus, ça fait très bonne pub pour le Muay Thai dans le monde entier, parce qu'il y a des gens, même encore aujourd'hui, qui m'ont dit j'ai commencé le Muay Thai suite à ce que je t'ai vu dans cette émission, quoi, dans le Ultimate Fighter, quoi. Donc pour moi, ça tombe pile poil dans ce que je veux faire, parce que moi, je veux propager le Muay Thai dans le monde. Et dans une émission comme ça, être vu par dizaines de millions de personnes,
Ouais, ma mission est effectuée, quoi. J'ai fait de la pub pour le Muay Thai, quoi. Et en plus, tu as l'air d'être. Enfin, t'es d'une aisance tellement facile dedans, enfin, ça m'a frappé quoi. C'est-à-dire que tu forces même pas. C'est-à-dire que tu devais être à Non, 15%, il y a non, je sais pas. des techniques à connaître, des Ouais. mouvements à faire, il n'y a Ouais. pas besoin de faire des grimaces en même temps que tu les fais, quand même. Plus il y aura de MMA, plus il y aura de Muay Thai, parce qu'en MMA, ils ont besoin des techniques de Muay Thai. Voilà, donc tous les sports de combat sont bien et l'un peut t'emmener à l'autre, quoi. Tu regardes l'anglaise, après tu peux regarder le Muay Thai. Oui, tu disais ça d'ailleurs que le Muay Thai, enfin que le MMA avait besoin du Muay Thai, mais parce que debout, mais pas forcément l'inverse. Ils vont faire quoi debout? Alors que le Muay Thai existait depuis longtemps, ça continue, tant bien que mal. Voilà, effectivement, on n'est pas toujours arrivé, on n'est pas arrivé aux mêmes moyens financiers que dans le MMA. Effectivement, quoi. C'est plus enfin, il y a plus de succès en tout cas à la télé, ça c'est évident. Et eux ont besoin de nous pour continuer notre vie sans eux, quoi. Eux ont toujours besoin de nous. Ils ne peuvent pas monter sur un ring ou aller dans l'octogone s'ils ne savent pas le bloquer, genoux, coup de coude. Ça, c'est les techniques de Muay Thai, ça. Tout ce qui est genoux, coude, coup de pied, c'est le Muay Thai, c'est l'art martial qui est le sport où on est les plus forts là-dedans, quoi. Après, pour les coups de poing, il y a l'anglaise. Pour le sol, il y a le jiu-jitsu, le grappling. Voilà, donc pour être un bon striker, pour toi, il faut quand même avoir une base, un minimum pour mettre des coups de pied, Muay Thai, je ne sais pas dans quel sport, dans quelle discipline on va pouvoir avoir des meilleurs coups de pied qu'en Muay Thai. Les blocages, c'est du Muay Thai. Les genoux, c'est du Muay Thai. Les coups de coude, c'est du Muay Thai. Parfait. Voilà. Et ben merci JC. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre visite.